à travers des séminaires de formation, à travers le financement de la recherche. Et j'en profite pour lancer un appel ici à l'égard du président de l'ACA qui hier, s'est déjà senti très concerné par la question du financement de la recherche. Effectivement, nous avons beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par des questions financières. On a des mémoires qu'on encadre et par ailleurs des thèses, comme l'a évoqué le professeur Nemedeux, mais ils aimeraient par ailleurs visiter les différentes institutions qui régulatrices de cette activité ou bien des bourses des valeurs. Moi, j'ai eu la chance de bénéficier de la bourse de l'UEMOA, de l'ERSUMA, et à cette occasion, j'ai pu me rendre dans les différentes institutions concernant la section nationale des marchés financiers de l'Afrique de l'Ouest. Et c'était très enrichissant. J'ai visité à la fois les sociétés de bourse. Ça m'a permis de les questionner et de faire un état des lieux sur l'application de la réglementation, de tout ce qu'on peut voir au plan théorique. Quand on le vit en pratique, on n'est plus la même personne. On ressort grandi et on peut défendre son thème, ses points de vue dans le cadre de la recherche, sans passer pour un théoricien qui parle de ce qu'il ne maîtrise pas. Donc, le souhait est véritablement que nos différents États, les institutions concernées, mettent les moyens à la disposition des chercheurs afin qu'ils puissent avancer dans leur recherche, des étudiants ou alors des doctorants. Par ailleurs, il est nécessaire qu'il existe une fiscalité incitative permettant aux émetteurs, que ce soit les sociétés, parce que désormais, on a, en dehors des sociétés anonymes, des sociétés par action simplifiée, qui peuvent émettre des valeurs mobilières. Il est nécessaire que l'on mette à leur disposition un cadre fiscal incitatif leur permettant de s'intéresser davantage à ces différents produits innovants. Ensuite, nous souhaitons également que les PME s'intéressent davantage à ces produits innovants. Parce que si l'on prend le cas des valeurs mobilières composées, elles pourraient, par exemple, inciter les bailleurs de fonds à financer les sociétés dans des domaines innovants tels que la technologie, dans les spécialités de la santé et consorts, en sachant que cet accès va leur permettre, cet investissement ou bien ce crédit qu'ils accordent aux sociétés, aux start-up, puisse leur permettre à long terme de bénéficier des actions et de récolter des plus-values sur leur investissement. Parce qu'on a des obligations échangeables ou convertibles en actions qui permettent aux créanciers à long terme de devenir actionnaires de la société. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, docteur. On va prendre des réactions après les deux premières présentations. Je vous rappelle qu'on a eu M. Omer Badan qui nous parlait de l'innovation technologique. Et là, on vient d'écouter l'exposé de docteur Marlys Elodie Ninjo Tsapi. On prend des réactions, des questions, et puis on terminera par l'exposé de Mme Selwa Chakri. Réaction? Yeah. Ok, merci. J'ai une question pour M. Badan concernant la technologie. Nous avons vu au Nigeria que le régulateur, du moins la Banque centrale, a fait preuve d'agilité afin de répondre à la montée en puissance des crypto-monnaies et en créant sa propre monnaie numérique. Je voudrais savoir si c'est une pratique qu'on peut également adapter dans la CEMAC pour faire face justement à cette montée en puissance et agressive de trading de crypto-monnaies qui est pour le moment incontrôlée. Merci.
Ah oui, ça c'est une vaste question. En fait, il faut dire que sur le phénomène de la crypto-monnaie, on a deux aspects qui sont à prendre en considération. On a le problème de la monnaie qui est un problème, mais on a le problème de l'appel public à l'épargne, on va dire de la levée de fonds. Dans certains cas, la crypto-monnaie n'est que, on va dire, un moyen facile d'attirer des investisseurs. Et quand on est habitué aux bonnes intentions, ça va. Mais si ce n'est pas le cas, vu que c'est très facile d'y souscrire, on se retrouve justement on peut se retrouver dans un contexte d'escroquerie. Mais pour ce qui est de la monnaie, parce que la plupart des crypto-monnaies qui sont proposées de toute façon dans notre espace ne sont pas des monnaies qui viennent en concurrence avec nos monnaies locales. Parfois, ce sont des crypto-monnaies qui sont émises ailleurs. Donc, mais il est important, à l'instar du Nigeria, je parlais tout à l'heure du cas de Facebook avec Diem, la création des monnaies numériques des banques centrales sont une réponse innovante à l'avènement du phénomène de crypto-monnaie, parce qu'effectivement, les crypto-monnaies sont, tout obéissant aux règles de l'émission de la monétaire, ont l'avantage de la programmabilité et de l'interopérabilité, beaucoup plus en bénéficiant de tout ce qui est derrière les mécanismes technologiques qui existent derrière la crypto-monnaie. Donc c'est une bonne réponse, mais ça ne résoudra pas le problème de l'appel public à l'épargne non contrôlé, qui lui est un problème de régulateur. Réaction, monsieur le directeur général. Merci. J'aurais une question et peut-être un commentaire sur la deuxième intervenante. Donc pour monsieur Badan, c'est de dire que vous avez conclu votre exposé en disant que face aux innovations, les régulateurs se doivent d'innover. Donc ça m'a beaucoup touché parce que je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il essaie de dire? L'innovation pour un régulateur, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Parce que généralement, les innovations sont souvent des phénomènes sui generis comme ça, soit peut-être qui viennent du fait qu'on profite d'un vide juridique ou alors on veut contourner la loi. Donc maintenant, lorsqu'un régulateur doit innover, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Comment est-ce que vous voyez l'innovation d'un régulateur? C'est-à-dire sur quel... il doit s'appuyer sur quoi? Est-ce qu'il doit inventer lui-même les produits ou c'est juste son agilité à pouvoir s'adapter? Maintenant, sur docteur, donc en fait, lorsque vous avez reparlé de OHADA, on s'est rendu compte qu'on est en train de dire, on a vite oublié même que l'OHADA même a été une construction, c'est-à-dire qu'il va dans le sens de tout ce qu'on est en train de dire, de parler d'intégration des marchés. Voilà un exemple. OHADA, c'est un modèle réussi en réalité. Et je pense qu'on devrait s'en inspirer et avoir la foi que l'ensemble des projets qu'on essaie de mettre en place aujourd'hui aboutiront un jour. C'était juste le commentaire que je voulais faire. Lorsque vous avez fait les différents actes uniformes qui sont nés derrière, ça a fait un déclic pour moi. Docteur, monsieur Badan. Oui, merci pour la question, monsieur le directeur général. Effectivement, ma conclusion a été une interpellation qui avait même un fond un peu provocateur. C'est parce que l'exercice de la régulation sous nos contrées ont souvent plus un rôle de gendarme que de facilitateur. Or, face à l'innovation technologique surtout qui
dont nous parlions tout à l'heure. L'innovation pour le régulateur consiste en deux choses. La première, c'est déjà s'approprier la technologie parce qu'on ne peut pas contrôler la prolifération des technologies sans être soi-même outillé. Donc, le régulateur qui dit « réunissez-moi tous vos documents, je vais venir faire un contrôle sur place », il existe toujours, mais il doit avoir la possibilité de faire une surveillance à distance, en temps réel, et ça ne passe que par une acquisition de la technologie. L'autre innovation, qui était un peu le côté provocateur de mon interpellation, c'était qu'il faut se mettre dans le paradigme de l'accompagnement. Si on ne peut pas, dans le cas du ICO par exemple, si l'autorité monétaire, des marchés financiers en France avait dit on interdit les ICO, il y aurait quand même continué à avoir des ICO. Par contre, ils ont dit tout simple, ils ont innové en disant visa optionnel, ça n'existait pas avant. Visa optionnel, tu veux faire un ICO, tu as la liberté de demander un visa ou pas. Mais sauf que l'investisseur a le choix maintenant après entre un ICO qui a bénéficié du visa ou pas. Ça, c'est le côté innovant qui n'a rien à voir avec les technologies, mais dans une approche de facilitation et d'encadrement. Docteur? C'était juste un commentaire. Un commentaire, d'accord. Okay. Vous n'allez pas commenter le commentaire? Pas du tout. On prend d'autres réactions, questions? Oui, on a une question juste au bout de la salle. Ok, merci pour la qualité des présentations de différents exposés et autres. Alors ma question s'adresse soit à Omer ou à Madame. Au cours de vos deux présentations, vous avez mis l'accent en fait sur les produits innovants. Omer a parlé notamment des crypto-monnaies et autres. Mais il y a un point qui a été éludé, c'est, puisqu'on parle d'innovation et la régulation sous l'angle innovation, il y a un point qui a été éludé, celui de la dématérialisation des transactions, puisqu'on parle aussi de l'innovation. Nous sommes un marché régional, donc avec cet ancrage régional, certains acteurs du marché sont appelés à effectuer des transactions à distance donc, et en utilisant des outils comme Internet et autres. Et hier, on parlait même également du phénomène de la bourse en ligne. Alors, cela soulève une problématique, celle de la preuve électronique, parce qu'avant, on utilisait, on dit, bon voilà, pour passer un ordre, il faut un document écrit et autres, mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de documents, on peut envoyer un ordre soit de manière électronique, soit avec son téléphone. Cela se fait par exemple dans d'autres pays. Est-ce que cela est pris en charge? Enfin, cela est intégré dans le... Bon, je parle sous le contrôle de mon voisin qui est régulateur. Est-ce que cela sera intégré ou est-ce cela pris en charge dans les nouveaux tests qui sont en cours d'adoption et autres? Merci pour cette question. Je dirais que c'est vrai que l'OHADA offre diverses possibilités aux émetteurs. Et donc, sur la base de la dématérialisation, on pourrait dire que avec un développement futur des marchés financiers, le régulateur peut consacrer un aspect de ces textes aux titres digitaux. Aux titres digitaux, ce qui suppose que l'on profite déjà de cette dématérialisation, la transmission des titres de compte à compte, qui permet d'acquérir des titres et même de les matérialiser, mais sous support numérique. Donc, il y aura certainement une possibilité de consacrer des titres digitaux. Et en ce qui concerne votre préoccupation liée à la preuve
à la preuve en matière de dématérialisation, on peut partir de l'acte uniforme portant droit commercial général et même de l'acte uniforme portant droit des sociétés commerciales qui consacre bien la possibilité de recourir à la preuve électronique. Et en matière de preuve électronique, il y a un principe qui prévaut, celui de l'équivalence. L'équivalence qui existe en droit commun peut être appliquée en matière de titres digitaux en ce qui concerne la preuve, c'est-à-dire que la preuve écrite a la même valeur que le document écrit a la même valeur que le document physique. Mais en ce qui concerne ce principe d'équivalence, il faut bien entendu que le document numérique n'ait pas été altéré. C'est-à-dire que l'on soit sûr de l'intégrité des données portant sur ce document et que l'on ait la possibilité d'identifier l'auteur du document. D'où l'intérêt aussi des spécialistes de l'horodatage, des spécialistes de... comment ça s'appelle encore? Monsieur Badan va peut-être m'aider. Ces spécialistes-là qui donnent la possibilité de verrouiller le document numérique afin qu'il ne soit pas attaqué ou altéré par des personnes malveillantes. Et ça existe déjà auprès de nos services, de nos autorités de régulation des télécoms, par exemple. Ils ont des organismes, justement, qui ont pour mission d'accorder des certifications attestant de la crédibilité des documents numériques fournis. Merci. Oui, on a... Oui, après, il y a la dame juste à côté aussi qui souhaitait réagir. Réagir sur certains points. Déjà, c'est vrai que, bon, je vous rassure tout de suite, ainsi hier, je vous ai parlé de nos textes qui sont en cours de projet, mais en fait, en grande partie, ils sont déjà validés par le collège de la COSUMAF. Je vous ai parlé de l'extension des règles de l'appel public à l'épargne pour y intégrer les levées de capitaux en crypto-actifs. C'est bien parce que, également, je n'ai pas été dans tous les détails, on a également consacré, bien sûr, ces crypto-actifs dans la catégorie titres financiers. On est allé très loin. Donc, les crypto-actifs font partie des titres financiers négociables, enfin, en tout cas, qui circulent sur le marché, qui circulent déjà sur le marché. Donc, les problèmes que ça pose, parce que les crypto-actifs ont pour particularité d'être créés et négociés sur la blockchain. Et la blockchain pose des problèmes qui dépassent le seul cadre du marché financier. La question, c'est de savoir, oui, le régulateur, dans sa fonction de protection des épargnants de son marché, doit se préoccuper de tous les problèmes qui sont soulevés. On a parlé de problèmes de preuve électronique, il y a la protection des données à caractère personnel. Tout ça sont des questions juridiques et peut-être autres qui sont soulevées par ces nouvelles technologies. Donc, deux questions. Soit, bon, nous, on de toute façon obligé de le faire, mais le plus efficace, c'est de le faire d'envisager quelque chose comme un règlement CEMAC, parce que la blockchain n'est pas seulement utilisée sur les transactions sur le marché financier. Tous les secteurs économiques sont concernés par la blockchain, seront davantage concernés par la blockchain. Tout le monde y passera. Donc, est-ce qu'il faut peut-être envisager de façon très large? Alors, peut-être que ça prendra du temps, je ne sais pas, mais on sera obligé, une fois que le règlement comité ministériel soit pris, dans le cadre du règlement général de la COSUMAF ou des instructions, de commencer à y répondre pour ce qui est des transactions que nous on contrôle. Voilà, je crois que c'est quelques éléments que je voulais apporter. Merci pour la contribution. On avait la dame avant. On prend la dame juste à côté. On a une dame qui souhaite réagir, elle est juste en face. Merci. Oui, bonjour. Je vous remercie de me passer la parole. Je suis Madame Enangué de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale.
Donc, en termes d'innovation et de création, je ne sais pas si je vais dire création de nouveaux produits dans nos marchés financiers, en fait, depuis que le séminaire a commencé, j'entends parler de la finance islamique, mais un peu de manière marginale. Alors que, bon, il y a certains comme moi que ça intéresse. Je ne suis pas musulmane, mais je me dis, est-ce que ces produits-là, est-ce qu'il faut, bon, c'est peut-être une question un peu naïve, hein, est-ce qu'il faut forcément être de cette religion pour pouvoir travailler sur ces produits, les comprendre, pouvoir peut-être les défendre auprès des investisseurs ou des gens qui veulent émettre dans ce cadre? Et également, à quand des sous-coûts aussi dans nos marchés, les marchés africains, je pense que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans beaucoup de pays africains, il y a aussi bien des musulmans que des chrétiens. Donc, ma question porte vraiment sur ces produits-là. Merci. Merci. Docteur? Oui, merci pour cette question. En fait, la souscription des titres ou bien leur acquisition sur les marchés financiers ne dépend pas de l'obédience religieuse d'un individu. Donc, tout le monde peut acquérir des titres sur le marché financier, qu'ils soient des sukuk ou bien des titres de la finance verte. Tout le monde qui se sent concerné par les valeurs défendues par les organismes qui émettent ces titres peut bel et bien souscrire à ces derniers. En même temps, votre question sur les sukuk, c'est déjà mis en place sur les marchés financiers de l'UEMOA. Oui, ça existe déjà. Peut-être parce que c'est la population de l'UEMOA est en majorité concernée par la religion musulmane, mais tel que je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde peut se sentir intéressé par les valeurs défendues par ces organismes qui les émettent. On avait une réaction. You want to react, yeah? Yes. Yeah, before having the microphone, yeah, you can go. Okay, thank you very much. Like to add more to what the speaker has said about the sukuk. Its sukuk has been issued several times in Nigeria. I think this is the third sukuk has been issued. And it was even oversubscribed by almost 400%. So the story of sukuk in Nigeria is quite a successful one, and it's been oversubscribed because it was the third issue. So I think that is what I want to add. Thank you so much. Finally. Okay. So in addition, we have even gone beyond just the sukuks. We are now looking at other structures, other non-interest finance structures in the market. There are all kinds of things happening now, and the securities regulator is at the forefront of pushing for these things. An example is that, the sukuks are basically bonds. We are also now looking at money market instruments that are non-interest. So the market is actually getting more advanced every day. Okay. Monsieur? Bonjour, je suis Willy Ebeau, DGA de Financia Capital. Je réagis à ce qu'a dit l'émetteur concernant l'évolution des textes réglementaires qui vont en principe bientôt admettre des cryptoactifs parmi les instruments financiers négociés au niveau de la BVMAC. Alors, ça suscite naturellement chez moi des interrogations importantes, vraiment de plusieurs ordres, parce que je me pose la question de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir réellement négocier à la BVMAC des cryptoactifs quand on sait que c'est la technologie du blockchain. Qui va être l'émetteur? À quoi va ressembler le marché primaire? À quel moment on va émettre et faire admettre au dépositaire central de notre sous-région d'avoir dans ces instruments-là
qui vont être négociés, comment ça va se faire, comment faut-il souscrire, comment faut-il les négocier, puisque c'est des instruments qui généralement appartiennent à une plateforme qui échappe complètement à notre système du marché qui, lui, est local. Donc, les cryptoactifs se négocient sur des plateformes qui sont dédiées, qui sont des plateformes qui admettent des instruments de blockchain. Sur un marché financier réglementé, on a un émetteur qui émet des titres qu'on va codifier et qu'on va inscrire en compte après l'avoir dématérialisé. Donc, je me demande techniquement comment est-ce que le régulateur envisage de faire négocier des cryptoactifs dans notre système qui, lui, obéit aussi bien à une structure qui est complètement différente et surtout à une technologie qui n'a rien à voir avec celle de la blockchain. Monsieur Badan. Merci. Je n'ai pas lu le texte du régulateur, mais je voulais quand même apporter une information là-dessus. Le blockchain, c'est une technologie. Il faut qu'on se mette bien d'accord là-dessus. C'est une technologie et il y a plusieurs plateformes. Donc ce n'est pas c'est pas l'Internet. C'est pas comme l'Internet. C'est une technologie qui a un ensemble un ensemble de protocoles. Donc, il existe des blockchains privés. Hein. Donc, j'espère, sans avoir lu les textes de la COSUMAF, j'espère que pour l'instant, il est question de consacrer la possibilité d'émission de titres digitaux et leur négociation dans un cadre bien défini. C'est pour ça que je dis, or, quand on est dans le blockchain, c'est fini, on ne parle plus du dépositaire central, on ne parle plus du règlement livraison tel qu'on le connaît. Le blockchain a en lui tout ça. Tout à l'heure, je parlais du DLT. En fait, c'est des référentiels. La preuve en fait, le tiers de confiance n'existe plus. Dans l'esprit du blockchain, le tiers de confiance n'existe plus. Les transactions se font, comme on dit, en P2P, d'égal à égal. Et la preuve de l'authenticité tout à l'heure de l'information est faite parce que le même document, on va dire, appelons ça document, est répliqué sur un ensemble de nœuds qui participent. Donc, à chaque fois, on vérifie que chacun a la même information. Donc, si je la trafique chez moi, le fait que les 14 autres participants ont la même information, il y aura une différence. Tout ça se fait en une fraction de seconde. Donc, j'espère que pour l'instant, on est en train de parler de la possibilité de mettre des titres numériques dans notre espace, pas d'importer. Oui, non, elles ne disparaissent pas, puisque la finance traditionnelle, l'innovation ne vient pas changer la finance traditionnelle. Oui, il y a des réactions. On va gérer au fur et à mesure. Les entreprises traditionnelles existent. Tout à l'heure, on parlait d'OADA. Les entreprises traditionnelles existent. Mais une entreprise qui veut émettre des jetons sous la forme digitale peut lever des fonds. Je suppose que c'est ça cette possibilité qu'ils veulent donner. Enfin, c'est pour ça que je dis, je n'ai pas lu les textes, mais j'espère bien. Alors, on prend une réaction et puis on vient de ce côté. Please, just 1 minute. On va écouter le régulateur. Il n'y a aucun problème, monsieur Ebo, mon ami Ebo. Il n'y a aucun problème. La finance traditionnelle, elle gardera ses assises solides. Donc, elle ne sera pas balayée de sitôt par la finance numérique. Non. Oui, sur le régulateur, les exploitants, ce sera effectivement, comme l'a dit M. Badan, c'est pas une seule. Ça n'a rien à voir avec la BVMA qui existe telle qu'on la connaît aujourd'hui. Les exploitants de plateformes, sur ces plateformes, organisent le trading de ces actifs. Ce sont ceux-là qui, dans notre texte, sont agréés. Alors ne croyez pas que parce que l'essence même de la blockchain, c'est d'essayer d'éviter les contrôles, les intermédiations, donc faire des transactions sans ce qu'on appelle les tiers de confiance. Oui, mais en même temps,
les participants, moi je me réfère à ce qui se fait aussi ailleurs, hein, donc, les participants ont besoin d'un cadre de confiance pour évoluer, pour transiger sur ces systèmes-là. Donc, ne pensez pas que la démarche du régulateur est, comment dire, il faut voir les choses de façon positive. Ils ont aussi un intérêt à travailler dans un peu de la transparence. Ils n'ont pas intérêt à ce que la réputation comment dire, la réputation de confusion ou enfin, tout ce qui peut être occulte persiste. Ils ont un besoin de transparence. Donc, pour être clair, on va agréer les plateformes, on va agréer les intermédiaires, des nouvelles catégories d'intermédiaires sur ces actifs. Et, allez-y. Et donc, on va parler bien sûr sur ces plateformes de négociation comme on la connaît pour la négociation des actions, sauf que ce ne sont pas les mêmes plateformes. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu entièrement, mais en tout cas, je voulais apporter ce complément d'information. On prend 2 dernières réactions, s'il vous plaît. Vous apportez le micro de ce côté. 2 dernières réactions. Vous attendez, monsieur. On a des personnes qui ont réagi bien avant vous. Voilà. Okay, thank you very much. I just thought to, add a bit to the discussion around digital assets. We must separate the issues around cryptocurrencies and digital assets. When it comes to currencies, it's a different thing from when it comes to the assets that are created off the blockchain. So if you go to I invite you to look at the SEC Nigeria website, sec.gov.ng. Just a couple of weeks ago, we issued rules on digital assets. And what are these assets? Any asset that, anytime an issuer raises funds by tokenization, by use of all these, anything based on the blockchain, we regard as digital assets. So if you're raising funds by selling tokens, we look at it the same way you would raise funds by selling stocks or by selling bonds. So there are very clear rules that we have made around this. And it's important that other securities regulators in Africa make that differentiation between the cryptocurrencies and assets that are issued off the blockchain. And when it comes to cryptocurrencies, like in Nigeria, the central bank, of course, regulates currencies. So they placed a kind of restriction on that, but we felt that, at the SEC, we felt that that shouldn't restrict people from raising financing from that part of the market. So I just want to invite my colleagues from other parts of Africa to look at those rules, and they can form a trigger or something to look at before you set up your own regulation. Thank you. Thank you. Monsieur, vous vouliez réagir? Bonjour, moi c'est Yves Kamsu de Inexa, CEMAC. Je me dis, je voudrais savoir si on ne s'embarque pas trop directement dans, en ce qui concerne les crypto-monnaies. Parce que, à ma petite connaissance, je pense que même déjà le marché boursier, même déjà la connaissance du marché boursier dans la zone, enfin dans notre zone d'Afrique centrale ou en Afrique en général, est vraiment encore très je ne veux pas dire embryonnaire, mais vraiment encore très peu connu du grand public. C'est-à-dire il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas très exactement ce que c'est que la bourse et les marchés boursiers. Donc la crypto-monnaie, c'est vrai que la technologie avance et puis à un moment donné, on sera obligé d'y arriver. Mais je pense peut-être qu'il faudrait qu'on consolide déjà les actifs, c'est-à-dire ce qu'on a déjà en ce qui concerne la bourse, le marché qu'on connaît, le marché financier qu'on connaît, au lieu de maximiser directement dans la crypto-monnaie. Parce que bon, c'est vrai, on sera obligé d'y arriver, mais il faudrait beaucoup de communication. Il ne faudrait peut-être pas qu'on perde aussi les investisseurs en ce qui concerne la crypto-monnaie. Parce qu'à un moment donné, ceux qui sont déjà sous la main,
il y a beaucoup qui ont encore du mal à comprendre exactement ce sur quoi on travaille, qui est déjà la bourse traditionnelle. Si en plus de ça, on y apporte la crypto-monnaie, je pense qu'à un moment donné, ça peut un petit peu perdre les investisseurs, quoi. Donc, c'était un petit peu ça. Merci pour votre contribution. Alors, il y a 2 doigts qui se lèvent. On va prendre, mais vraiment limiter à 1 minute et demie vos interventions parce qu'il y a une autre intervenante. Voilà. On vous apporte le microphone. Si on doit pouvoir tenir dans les délais, il faut faire preuve de concision, s'il vous plaît. Merci. Je suis M. Etoun Dichard, analyste des marchés à Cameroun Business. J'ai souhaité intervenir là par rapport à la question des crypto-monnaies. En effet, je pense que selon ma vision, pas la mienne, que la question de la crypto-monnaie chez nous est peut-être mal comprise. Parce que c'est un écosystème qu'il faut distinguer de manière très claire. Parce qu'il y a les créateurs de crypto-monnaies et le marché des crypto-monnaies. C'est au niveau de la blockchain qu'on trouve des créateurs. Et soit vous mettez une blockchain en fonction, soit vous vous accrochez à une blockchain qui existe déjà, vous créez en ce moment-là ce qu'on appelle les tokens, le forkage. Donc, ceux qui créent, et les mineurs aussi, c'est ceux-là qui créent. Moi, je ne sais pas, parce que au niveau du régulateur, est-ce que le régulateur ne devrait pas déjà essayer de dépasser le niveau du marché et aller essayer de réguler la technologie? Parce que chez nous, pour créer la crypto-monnaie, il faut avoir la puissance de calcul et tout le protocole qui va avec. Il faut bien que le régulateur se penche sur non seulement les créateurs, mais aussi sur le marché où il a déjà toute la compétence. Je voulais faire cette suggestion-là. Merci. On prend une toute dernière et on passera à la prochaine présentation. Une toute dernière réaction aux questions. Bonsoir, je suis Philippe Issom du CISI. Ma question s'adresse au régulateur de la COSUMAF. Je voudrais savoir s'il n'y aura pas un conflit d'intérêts entre la COSUMAF qui va bientôt consacrer les crypto-monnaies et la COBAC qui a interdit aux banques et aux assimilés, qui a interdit ces différentes crypto-monnaies aux banques et aux assimilés. Parce que le problème, apparemment, il est même fondamental, étant donné que si les banques ne peuvent pas accepter les transactions en crypto-monnaie, comment on va donc faire ces transactions sur le marché financier? On apporte le micro, réponse en 1 minute, hein, s'il vous plaît, vraiment 1 minute. L'hôtesse vous apporte le microphone, réponse en 1 minute. Dans nos textes, on a visé les prestataires de services sur actifs virtuels ou actifs numériques. Prestataires de services sur actifs numériques. Les actifs numériques, c'est très large. La crypto-monnaie en fait partie. Que les banques soient interdites, le régulateur des banques a pris un texte. Bon, ça peut évoluer. Deuxièmement, bon, qu'il est interdit, ça n'empêche que la COSUMAF, en tant que régulateur du marché financier, qui contrôle les levées de capitaux qui se font par le public à l'épargne, qui a, voilà, donc, contrôle les prestataires, toutes les personnes qui vont fournir des services sur actifs numériques. Les banques ne sont pas autorisées à convertir, à détenir, à ouvrir des comptes. Ce sont les banques. Mais l'écosystème des actifs, il n'y a pas que des banques. D'ailleurs, les banques peuvent intervenir ailleurs, dans les pays où ça existe. Les banques ne sont pas, sauf dans des cas où, je pense que l'Algérie, certains pays ont interdit carrément sur leur territoire le négoce des actifs numériques. Mais en Europe, aux États-Unis, les banques, certaines banques et certains acteurs traditionnels des marchés financiers, sociétés de gestion de portefeuille, sociétés de bourse, font des opérations sur les actifs numériques. Donc,
les banques, c'est une catégorie d'acteurs que le régulateur dans la CEMAC est interdit aux banques, n'écarte pas, ne met pas un terme aux transactions qui se font et à des prestataires qui vont fournir des services sur ces actifs numériques. Donc, il y aura des levées de fonds. Nous, on va s'en préoccuper. Des levées de fonds qui se font sur ces plateformes, qui sont proposées à nos investisseurs. Donc, nous, Cosumaf, en tant que protecteur d'épargne, ça ne met pas, je veux dire, c'est pas, comment le dire? Voilà, l'un n'empêche pas l'autre, je veux dire. C'est une interdiction qui est circonscrite aux banques. C'est vrai que nous sommes sur le secteur financier, il y a des articulations, mais ça n'empêche les transactions d'être poursuivies et le besoin de les contrôler. Merci. Nous allons parler des marchés financiers durables en Afrique, utopie ou véritable enjeu d'avenir. Nous allons accueillir donc Madame Selwa Chakri pour son exposé. Elle va nous parler notamment de comment les jeunes bourses africaines devraient-elles s'engager davantage dans la finance verte. C'est bien cela. On l'accueille par des applaudissements, s'il vous plaît. Good afternoon, everybody. I'm Selwa Chakri, Managing Director of SCL Advisory. We work a lot with securities exchanges in emerging and frontier markets. But I'd like to tell you I'm super thrilled to be here in Cameroon, Douala, and I'd like to give a special thanks to Mr. Mbagan Tolo, who is the CEO of BVMAC, as well as Dr. Edo Kosi-Amenunve, the president of Asia, the African Securities Exchange Association, for inviting me to take part of this really prestigious conference that has been going on for, I believe, 10 years right now. So thank you so much for inviting me. I arrived actually on Monday. It was really raining that night, and we had a bit of a power cut, which is not a problem. I think I didn't bring the rain from London because I did leave London with a bit of sun. But when I heard that rain, it was pretty impressive because I come from a part of Africa. I mean, you guys know Marrakesh, where last year we only saw 1 day of rain. And by the way, besides doing capital market, I'm also in agriculture, so I'm a farmer, right? I grow oranges. Believe me, that was really depressing because we started to have and make decisions that were impacting our business negatively, and that involves also hiring of people, unfortunately. The reason why I'm pointing that out is because I've been asked to cover how can exchanges play a role that will incentivize further green finance, and that cannot be more important to discuss this topic than today or even yesterday. Climate change is extremely serious. It impacts everybody. Access to water is extremely serious because without that, our existence is threatened. I mean, I will go through some of the points today. I will try and keep the presentation to 10 minutes, hopefully, and then take any questions after that. If we can go to the next slide, please. I will give you a little bit of background. I mean, climate change is not a new phenomenon, but really what has driven the actions around green finance and sustainable investment has been the fact that the world finally got together during COP21, which we call as well the Paris Agreement, to ensure that the temperature increase that we have seen remains below 2% of the pre-industrial level, which is quite an interesting thing to say, because when I hear pre-industrial level, I'm like, okay, I think we missed that part in Africa. But at the end of the day, we are the ones that have taken, in terms of the African continent, when it comes to climate change adversity and extreme events, we have been impacted tremendously by floods, by droughts, as you all know, across North and Central, West, and Southern Africa. So the COP21 really was bringing all those key leaders together to make decisions that will ensure
a sustainable future for everybody. And some of the key drivers that went along that was also in Glasgow in the UK last year, where there was a huge participation by the financial community to make sure that they have actions into place, like clear action, to increase further green financing. And we will look at some of them, but I wouldn't want to go too much into details about that. But one of the key elements that I want to mention to you when we talk about green financing or sustainable investment, we are really talking about incorporating in those investment or decision making 3 key elements, which is the environment, the social, and the governance, into investment decision or into even conducting a business as an issuer, okay? So if we can just move on to the next slide. So the point here really is to try and see how can exchanges engage further in green financing. There are plenty of institutions out there that are really supporting the exchanges in that area, and I've got to tell you, in Africa, we already have a lot of the exchanges that are part of the Sustainable Stock Exchange Initiative. And the Sustainable Stock Exchange Initiative provide a great platform for stock exchanges to engage with issuers, international key market participants, to support them into developing sustainable financing within their jurisdiction. Stock exchanges as well in Africa have access to other resources, not just the Sustainable Stock Exchange Initiative, but there's also the World Federation of Exchanges. Some of the exchanges in Africa are already part of that World Federation of Exchanges in terms of membership. That WFE also has a specific working group around green financing and how to support exchanges there. So there's a lot of resources out there for stock exchanges to look at when it comes to engaging in sustainable finance. We all know the IOSCO, I think it has been mentioned as the theme of this conference has been regulation. The International Organization of Securities Commission is actually working on drafting guidance around green financing for capital market participants to go by. So in terms of resources, we have a lot. So the engagement, I would say, in terms of a starting point for exchanges in Africa would be to look at joining or partnering with some of those institutions. And I think here we have quite a few exchanges. I don't know if, I don't think Celestin is here, but I would have loved to ask him. He is part, I mean, this is around the Stock Exchange CEO. They are part, it is a smaller bourse in Africa, but it just goes to show that the bigger bourses and the smaller ones can actually take part in this initiative and really leverage those resources. So if we can just quickly move on. The other thing that stock exchange can do in the continent is to further engage with capital market participants, and that includes, of course, issuers, brokers, investors, policymakers, and regulators. We all know the stock exchange sits at the heart of the capital market. They have the best place to play when it comes to encouraging sustainable investment. And the way to do that would be to collaborate with regulators, to put a framework into place. And I know we heard a lot about that. In green financing is extremely important as well, to collaborate with regulators to incorporate frameworks that will encourage such financing, but also to work with issuers in terms of providing them with guidance on environmental, social, and corporate information and data, and we will look at it later, that is absolutely key to provide to investor in order to tap into the local market. And so the great opportunity for exchanges really comes from the fact that all these elements that I have mentioned earlier on, which are the the Paris Agreement, the COP26, and so on and so forth, all of these act as driver for green finance in a scale that we have never seen before, right? So all those rules
will become regulation. And the last one I had mentioned in the first slide was the European taxonomy. So that European taxonomy will provide a standard in terms of understanding what do we mean by sustainable financing? What are the key definitions within environmental, social, and corporate governance, so that everybody in the world understands the investment in exactly the same way? Because right now we have a very fragmented market when it comes to guidance and policies. The challenge moving forward really is to bring harmonization around that. So the opportunities are massive. And I think there's an opportunity for, obviously, the exchanges to tap into that green money, if we should call it. There's a massive opportunity there. And the sustainable debt issuance more than tripled last year in emerging markets. So this is according to the IMF, which was equating to 190 billion. Most of it came from green bond, and I think we're all pretty much aware that, you know, Africa has indeed tapped into the green bond market. But there's a lot more that can be done, because if you're looking at the global flow of impact funding that is available, or the sustainable investment money that is available worldwide, it is estimated that only 3% of that has been allocated to Africa. So yes, it is crazy when you think about this, such a small percentage, but this really presents an opportunity for exchanges to drive that growth even further. And I also wanted to say, when it comes to ESG, it has been also widely accepted by the investment community that incorporating ESG into their investment decision actually help when it comes to generating further return. So there is a global acceptance to the fact that ESG brings benefits to investments, but it also brings benefit to the issuers. So how can exchanges go about tapping into that market? And obviously, you know, we all know green bonds, but there's also looking at labeling some of those products for exchanges, issuing, for instance, looking at the creation of green indices that can be also quite attractive and interesting. There's also, not just necessarily on the exchange side, but green ETF that have, you know, been very attractive for investors to tap into. So working in all of that between the exchanges and the capital market participant is absolutely key to attract that investment flow into their local market. And the last point I wanted to make really was around the participation. I think we spoke about SMEs yesterday. If SMEs operate in an area that is, you know, let's say, help the environment and could be beneficial for investors either locally or internationally to tap into, is potentially to also look at those companies and try and get them to list, because they will be attracting a greater level of investments. I mean, we've been talking I'm based in London, so a lot about this investment manager trying to do a box-ticking exercise. Right now it has gone more than just a box-ticking exercise when we are looking at investing into securities. But even that box-ticking exercise tells you that ensuring that the issuers meet those requirements is absolutely key. So, and what are those requirements really is to ensure that there is enough content and data and information disclosure that is disseminated, because it's very simple. If you are a trader or portfolio manager and you are based either in London, New York, or Hong Kong, the only way, let's say, if you want to tap into the BRVM capital market, or if you want to tap into Nairobi Securities Exchange, the only way you can get access to information is by disseminating that data. So data dissemination is absolutely key. It's key for, obviously, all asset classes, but it's even more key when it comes to certain green assets, let's say.
So the disclosure of ESG data is very, very important. Now, how do you disclose ESG data? Well, it is really the securities that are listed on the exchange, so the companies are listed, for instance, on the exchange, that needs to disclose that content. Often, we've seen that it has been very difficult to do for many reasons. First of all, is for the issuers to understand what type of information do they need to disclose, how do they need to disclose it, and all of that requires a lot of education. Hence why the role of the exchange is to, in my opinion, support those issuers in identifying the data set that they need to publish when it comes to ESG, to allow them to tap into that flow of capital that could literally land in their company when it comes to like furthering their agenda and growth, etc. And also, when it comes to reporting, the exchange themselves need to also understand what it is that they are talking about. So educating the exchange's staff is also very, very important. So investing in that is absolutely, absolutely paramount. A lot of the exchanges right now have issued guidance into supporting issuers with their reporting, sometimes mandatory reporting obligation around ESG, and sometimes voluntary. If the exchange is a smaller exchange or a new exchange, the recommendation is often to start with voluntary reporting of ESG data. And then as the issuers are getting more, let's say, averse with the reporting requirements, then is to move on to a more mandatory reporting requirement. So either they do report that data, or they have to explain why they're not reporting that data. And one thing to keep in mind with stock exchanges is that, and together with their local capital market regulators, is that when there is framework put in place for data dissemination and reporting around ESG, is to ensure that this is aligned with international norms and standards. So looking at some of the key elements I have put in my first slide, really looking at the guidance and the standard that has been put out there to follow. We've of course always trying to keep local specificities if there are any. The reason why this is very important again is because when somebody looks at the data and is based in New York and wants to and thinks either to invest, let's say, in Nairobi or in another country, let's say in Asia, they should be able to compare it in an equal way. Right now, it's very difficult because again, it's a fragmented market. But to put that in mind moving forward, it's very, very important. So again, I cannot enhance enough the role of the stock exchanges in Africa that they have when it comes to enabling and capturing that sort of green liquidity into the market by supporting local market participants in understanding what are those requirements and continuing and engaging in education with issuers, regulators and policymakers, as well as, of course, intermediaries and brokers. So on that note, I'd like to thank you very much. Thank you, madame. Nous avons 10 minutes pour les réactions, s'il vous plaît. 10 minutes pour les réactions parce que les choses vont s'accélérer tout à l'heure. 10 minutes pour les réactions. Il y a un point de presse qui est prévu, donc on va essayer de expliquer un peu sur le programme. Yeah, you want to add something? Well, I'm going to speak English. I speak French and English, yeah. But I just wanted to ask in the audience, we do have asset managers, right? Yeah, can you raise your hand? Yes, a lot. Okay, great. Do you include in your investment decision the 3 environmental, social, and corporate criteria when you make investments? Do you? I'd love to hear some of you. No? Not yet. I heard the not yet. If I get no, no, and no, that's fine as well, because it shows that there's such a great opportunity. Because I was talking earlier on about attracting investment, and often we always think, oh, we need to attract investment from outside Africa. But really, we have enough capital within our market to sort of,
Eugene Cisse, I'm the Managing Director of Ask Asset Management. Well, I mean, as of now, when we are doing investment on the market, of course, we cannot, as of now, include the ECG asset. I mean, I'm sure you have a broad view of our financial market here in Central Africa. Even when you look at the stock which are listed on the stock exchange, we only have 5, right? Yeah, sorry, I was hoping I was getting people from outside of your region, but that's not the case, so apologies. I do understand that there's limitation, I get that. Yeah. But I was hoping that there would be asset managers from other places. Probably the Nigerian people can reply to that question, or even probably the Ghanaian guys. Probably, I mean, the market is more sound than us. Of course. Yeah. Okay. Okay, thank you. I will start with the question. In Nigeria, we have a few ethical funds. They are built on this, and they only invest in this. So, of course, they put into consideration ESG issues in selection of securities. But the comment I wanted to make and the question I wanted to ask is, in Nigeria, we have already 3 green issues. We have 2 sovereign green issues and 1 corporate green issue. But the problem we have in developing that segment of the market is that the issuers tell us that it's more expensive because if I want to issue a green bond, I have to get it certified based on what I want to use the issue proceeds for and all that. That attracts a little more cost. But then there are no incentives for me to do that. I can just issue a traditional bond and it's cheaper for me. Then why issue a green bond? So from your experience, I wanted to ask, because it's a problem we have each time we go out to issuers, we do issuer advocacy, we go to invite issuers, they tell us that they cannot touch green bonds because they are more expensive and they give them no extra advantage. So in your experience, what have other countries or other jurisdictions or other people done to encourage more green issues? Have there been tax incentives, or have there been, what incentives, or what has attracted people to make green issues? Thank you. Yeah, so I totally understand what you say, and I'm not going to say, okay, you should 100% go for green bonds versus other traditional bonds, because that's not my point. It's for each issuer to decide, and it is true that the compliance around green bond is becoming more and more stringent as to what you do with the proceeds. And in some cases, you have to report that on a yearly basis. And in doing so, you have to have literally compliance and teams that are in place, as you know very well, and regulators that can literally put these checks. So it becomes complicated and troublesome and expensive, absolutely. When it comes to other markets, the only market that come into mind that I think in terms of incentivizing around green bond, I've heard that China is doing well there because they have some tax incentives to further increase the green bond issuance versus others. So sometimes tax can help. What type of taxes? I'm not so sure which one specifically, but they have introduced areas that will support them to increase sort of adoption in this and issuance in those asset classes. Good afternoon. My name is Priscilla Sampa from Zambia. I just wanted to find out what it takes to certify a project as green and who does that. So for instance, if I am here in Cameroon and I would like to issue debt or a bond and it's related to a green project, who would then certify it, and so what would be the cost? Yeah, well, the cost I don't know. But in terms of the certification, I mean, I alluded to it earlier on, is that there is a massive fragmentation in terms of standards and guidance. In terms of green bond, there is the International Capital Market Association that is based out of London that has issued a green bond principles
that literally is a checkbox that ensures in a certain way that if an issuer follows that guidance, then it will be widely accepted as secure investment. So this is an area that issuers can follow, is to look at some of the practices that are already out there that have worked to follow into this path. On va remercier les panélistes. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci infiniment.